Berthaud. Moi, je me félicite effectivement qu'il y a encore des manifestants, des gilets jaunes, qui expriment ce qu'ils ont sur le cœur, leur rejet de cette politique, leur volonté que ça change effectivement pour les travailleurs, pour les retraités, pour l'ensemble des classes populaires. Voilà, je m'en félicite. D'autant plus qu'effectivement, on sort d'une semaine où il y a eu quand même une espèce de psychose là qui a été mise en place, consistant à dire que tous ceux qui iraient manifester sont des émeutiers, des violents, etc. Et qui a quand même sans doute fait pression pour qu'un certain nombre finalement restent chez eux et se taisent. Donc moi je me félicite effectivement que cette mobilisation, elle continue. Et je dois dire que j'ai été quand même très... Il fallait une réaction comme Nathalie Arthaud après les violences de la semaine dernière. On ne pouvait pas quand même laisser ça comme ça. Enfin, les Français ont été choqués aussi de ce qui s'est passé sur les Champs-Élysées. Beaucoup aussi se sont rendus compte que finalement, quand les difficultés, quand les problèmes touchaient les quartiers riches, les Champs-Élysées, là, il y avait une mobilisation générale. Il fallait absolument prendre la situation à bras-le-corps. Et puis que quand les difficultés, elles touchent les classes populaires, quand les travailleurs sont jetés à la porte, sont licenciés, quand leur vie de tous les jours, c'est la galère, ce sont des difficultés parce que voilà, on n'arrive plus à suivre avec les cadences infernales. Quand on est retraité et qu'on se retrouve livré à soi-même avec des pensions d'invalidité, mais qui sont indignes, là, il n'y a jamais de solution. Là, il faut toujours attendre. Donc, je crois que ça a frappé aussi beaucoup de femmes et d'hommes de ce pays. Vous savez, il y a eu ces images passées en boucle des quartiers des Champs-Élysées. Mais encore une fois, cette situation-là brutale subie par l'ensemble de la population, et ce sentiment d'abandon, et le sentiment que là-dessus, sur ce chômage de masse, sur cette misère, le gouvernement n'apporte aucune solution, n'a aucune intention d'apporter quelque solution que ce soit. C'est quelque chose de très fort aujourd'hui. Oui. Et moi, je pense que ce mécontentement et cette colère qui s'exprime depuis 4 mois, en réalité, elle va grandir. Elle va grandir. Alors, vous voulez que l'économie fonctionne. Je peux vous dire qu'il y a des millions de femmes et d'hommes qui voudraient avoir le droit d'avoir un travail pour vivre, de gagner leur vie. Voilà. Il y a des millions de femmes et d'hommes qui voudraient avoir le droit d'être respectés. Les Gilets jaunes n'ont pas beaucoup parlé du chômage. Hier soir, j'ai rencontré quelqu'un qui avait été démoli par son boulot. Il est en pension d'invalidité. Comment ça se calcule une pension d'invalidité ? Vous prenez les 10 meilleures années de salaire, vous divisez par 2. Vous êtes en dessous du seuil de pauvreté. Et il y a des centaines de milliers de femmes et hommes qui sont confrontés à cette situation-là. Vous avez une jeunesse qui ne demande qu'une chose, c'est effectivement prendre part à la vie sociale. Avoir le droit aussi mais une jeunesse qu'on ne retrouve pas du tout dans le cortège des Gilets jaunes. C'est interdit. Il y a des jeunes aussi. C'est pas du tout le gros des rangs et vous voyez, des cortèges. Vous voulez que l'économie fonctionne. Ceux qui sont dans la rue, ceux qui protestent, ils veulent juste pouvoir vivre dans cette société. Je pense aux artisans commerçants dont vous vous êtes réjouis de la destruction de l'outil de travail. Voilà, c'est tout. Pas du tout. Je me suis pas réjoui de ça, mais j'ai simplement fait remarquer que effectivement, là-dessus, le gouvernement, il se mobilisait. Là-dessus, le gouvernement, il sonnait la mobilisation générale. Pour répondre, encore une fois, aux besoins des petites gens, il n'y a personne. Alors que dans cette société, il y a beaucoup de richesses, il y a beaucoup d'argent. C'est pas vrai. Y compris cet argent-là, vous l'avez pris dans notre poche gauche. Alors, c'est toujours l'argent des Français. Je voudrais qu'on entende aussi nos autres invités. Nathalie Arthaud. J'ai l'impression qu'il fait quand même beaucoup de raccourcis. Jérôme Rodriguez qui m'a. Moi, je partage un grand nombre de choses de ce qu'il a dit. Effectivement, oui, je partage beaucoup de choses de ce qu'il a dit, pas toutes, mais beaucoup. Et l'essentiel étant que, vous expliquez, tous les deux, que finalement, samedi dernier, parce qu'effectivement, il y a eu cette flambée de violence sur les Champs-Élysées, le pays a basculé dans le chaos. Vous expliquez que, samedi dernier, il y a eu la vie de femmes et d'hommes menacées. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Nathalie Arthaud, on se souvient de cette banque qui a brûlé, de ces familles qui habitaient au-dessus. Et d'ailleurs, j'ai dit que c'était irresponsable, que c'était inconscient. Je l'ai dénoncé. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que ça fait des années, des décennies que le pays a basculé dans le chaos pour des millions de gens. Et que la vie de femmes et d'hommes est menacée par la misère, par le chômage, par la détresse, le fait qu'un certain nombre de quartiers soient laissés à l'abandon. Écoutez, moi j'ai été frappée par ce dernier événement. Vous savez, l'effondrement
de la rue d'Aubagne à Marseille, ce problème des logements insalubres qui sont signalés, où les habitants alertent toutes les autorités, se battent pour que ça change, pour que leurs problèmes soient résolus, pour qu'ils puissent avoir un vrai toit sur la tête, et ça s'écroule avec les habitants à l'intérieur. Vous vous souvenez combien il y a eu de morts là? Et pourquoi y a-t-il pas eu ce branle-bas de combat et cette mobilisation générale? Aujourd'hui, il y a des familles qui vivent dans des logements qui empoisonnent leurs enfants. On voit pas le rapport avec... Et je pense qu'effectivement, Julien Bargeton doit être d'accord avec vous sur ce problème de logement. Je vais jusqu'au bout. C'est que toute cette détresse sociale, cette misère, dans un pays pourtant très riche, et tout ça, ça passe effectivement par un boulot, par le fait de pouvoir gagner sa vie, par le fait que tout l'argent soit pas aspiré à un pôle de la société. Alors tout à l'heure, vous m'avez interpellé, et y compris, vous m'avez dit, oui, ça fait 40 ans que Lutte ouvrière dénonce. Oui, ça fait 40 ans qu'on dénonce l'exploitation, qu'on dénonce que tout ce système, il fonctionne que pour une minorité de plus en plus parasite. Et ça fait 40 ans qu'on voit qu'il y a toujours plus de misère, toujours plus de chômage, et qu'à l'autre pôle, le nombre de milliardaires augmente et qu'ils sont plus riches. C'est à ça qu'il faut répondre. Mais là, très clairement, il ne faut pas l'attendre de vous. Moi, je pense que c'est ceux qui vont manifester, justement, ceux qui se mobilisent aujourd'hui, qui seront en mesure, justement, de changer cela. Et moi, je suis solidaire avec eux. J'espère que, justement, on trouvera la voie de véritablement faire entendre les intérêts collectifs du monde du travail, qui portent cette société, qui ont le droit de vivre de façon digne. Oui, on est au XXIe siècle, et on n'a pas accepté... On ne dirait pas avec votre discours, mais... Bon, attendez, en même temps, elle parle de ces revendications des Gilets jaunes. Il y a tellement d'amalgames. Voilà. C'est pas possible de manifester tranquillement, Nathalie Arthaud. Comment vous voyez ça? Écoutez, si, d'ailleurs, cette manifestation, elle est globalement, elle est tranquille. Maintenant, il ne faut pas s'étonner non plus qu'il y ait des moments de tension. Quand même, effectivement, c'est le 19e samedi consécutif. Il y a eu quand même beaucoup de violences policières, y compris que les manifestants ont quand même... en tête, combien de blessés, combien de mutilés, c'est une réalité, combien de gens éborgnés par les fameux tirs de LBD, donc tout ça c'est en tête. Donc voilà, moi je pense que c'est 2300 blessés côté manifestants, mais 1500 également côté forces de l'ordre. Effectivement, il y a des deux côtés. Moi ce que je pense, c'est que justement le problème, il n'est pas tellement sur cette question-là. Le problème de fond, c'est que le gouvernement laisse pourrir la situation. Il y a besoin de mesures d'urgence. Le gouvernement a organisé un grand débat. Il va tirer les conclusions du grand débat le 15 avril. Vous appelez ça faire pourrir une situation? Bien sûr, c'est de l'enfumage intégral. Il n'a pas. Vous n'avez pas participé au grand débat, Nathalie Arthaud? Non, j'ai pas participé. Vous inquiétez pas. On organise nos débats et je peux vous dire que vous auriez pu. Le grand débat, il a été imposé par les centaines de milliers de femmes et d'hommes qui se sont regroupés sur les ronds-points et qui ont manifesté en endossant le gilet jaune. Il a été imposé par en bas. Voilà, c'est ça le grand débat. Et ce grand débat, il a fait émerger des revendications très claires, très claires. C'est la revendication, effectivement, d'augmenter les retraites, les salaires, de les indexer sur les prix. C'est ça, essentiellement. C'est le problème du pouvoir d'achat. Et Macron fait mine de ne pas avoir entendu, de ne pas avoir compris. Donc ça s'appelle de l'enfumage. Je voudrais, vous vouliez intervenir. Aucun doute, le gouvernement ne répondra pas aux revendications sociales mises sur le tapis, parce que ça signifierait prendre sur les profits, ça signifierait contester les décisions de ces grands groupes capitalistes. Vous savez, il y a des mesures d'urgence à prendre. Elles sont assez claires. C'est l'augmentation du SMIC, le porter au moins à 1 800 € net, c'est-à-dire l'augmenter effectivement pour permettre de vivre. L'augmentation du SMIC, son indexation sur les prix, pareil sur les pensions de retraite, parce que la réalité c'est que si on n'est pas à ce niveau-là, eh bien on n'a pas de vie, on passe d'une galère à une autre. Deuxième mesure d'urgence, c'est d'arrêter ces suppressions d'emplois dans tous ces grands groupes, y compris dans des groupes qui font des bénéfices, qui sont prospères. Moi, je suis en tête PSA qui a annoncé 3,7 milliards de bénéfices et qui continue un plan de suppression d'emplois. Mais c'est on n'a pas beaucoup parlé du chômage dans les gilets jaunes. Alors, vous voyez que vous m'interrompez aussi, monsieur. Alors, essayez d'appliquer votre leçon de morale de tout à l'heure sur vous-même. Vous m'avez beaucoup interrompu. Je termine. Donc, je pense aussi qu'il faut résorber les 6 millions de chômeurs qu'il y a dans ce pays. Et ça
se sont pas mobilisés encore une fois. Mais bien sûr que si, il y a aussi des femmes et des hommes qui galèrent avec des quelques heures de boulot, qui rêvent d'avoir un emploi dans ce mouvement des Gilets jaunes. Écoutez-les. Donc je pense aussi que la mesure d'urgence, c'est qu'on répartisse le travail entre tous, parce que c'est hallucinant de voir comment ceux qui ont un travail sont écrasés par des cadences infernales, par une charge de travail de plus en plus lourde, par des horaires délirants, se cassent la santé, se démolissent la santé, et puis de voir que en plus on leur demande de faire des heures supplémentaires, en plus on leur demande, toujours plus, et puis les autres sont condamnés au chômage. Donc à un moment donné, il faut arrêter avec ça, il faut prendre l'argent là où il est. L'argent il est dans ces grands groupes. Vous m'opposez toujours les petits commerçants et les petits artisans, mais ça c'est la tarte à la crème, justement pour ne pas aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans ces grands groupes. Je parle de PSA, je parle de Conforama, prenons dans ces grands groupes pour effectivement offrir un avenir à l'ensemble des classes populaires. Alexandre Malafaille, voulez vous répondre? C'est pas la lune que je demande, et c'est pas la lune que demandent les Gilets jaunes, c'est le minimum pour vivre dans cette société. Le chômage. Nathalie Arthaud, on a l'impression ce samedi qu'on est enfin revenu à une manifestation plus classique des Gilets jaunes. Ça, vous l'approuvez plutôt? Moi, ça ne me surprend absolument pas, parce qu'en réalité, l'écrasante majorité des Gilets jaunes manifestent pour faire entendre effectivement leur souffrance, leurs revendications légitimes, mais depuis le début. Et moi, je dois dire que j'ai été vraiment écœurée, révoltée par ce qu'a fait, par l'instrumentalisation politique qu'a fait le gouvernement de la casse de samedi dernier. Il n'était pas temps de réagir. Il y a eu une volonté claire de faire l'amalgame. Oui, c'est quand même impressionnant. J'y suis passée, et il y a eu cette volonté de faire l'amalgame entre effectivement les Black Blocs, qui étaient d'ailleurs très comptabilisés, très repérés, etc., avec le mouvement des Gilets jaunes. Il y a eu une volonté de discréditer ce mouvement des Gilets jaunes, une volonté de ravaler finalement ces femmes et ces hommes qui se lèvent, qui pour revendiquer juste leur dû, les ravaler au rang d'émeutiers. Et c'est ce qu'on a entendu de la bouche d'Édouard Philippe. C'est ce qu'on a entendu de la bouche de Castaner. Leur discours était inaudible à partir du moment où on voyait que les casseurs. Parce que toutes les caméras n'étaient dirigées uniquement sur ces images spectaculaires, sensationnelles, etc. Mais bien sûr, parce que des Gilets jaunes qui manifestaient pour dire un certain nombre de choses, il y en avait, et d'ailleurs pas qu'à Paris, parce qu'à chaque fois, il y en a aussi dans les villes de province, il y a encore des ronds-points, il y a encore des réunions de Gilets jaunes, où je peux vous dire que les gens aimeraient avoir un micro pour pouvoir dire toute leur révolte, et y compris toute leur rage, et y compris toute leur exaspération. Parce que moi, je ne nie pas que ça existe, mais bien sûr que ça existe. Cette impatience, cette exaspération. Alors quand est-ce qu'on est entendu, alors que on est confronté, c'est vrai, à un gouvernement qui est aveugle et sourd, et qui nous mène en bateau. Et ça, je peux vous dire que ça crée, de l'exaspération. Donc évidemment, il y a de la colère qui peut éclater et qui éclate. Bon, mais ça, moi je dirais que le gouvernement récolte ce qu'il a semé au bout du compte. C'est le fruit de sa politique, bien sûr, le fruit d'une politique qui mène depuis le début. Alors, je vous fais grâce, je peux dire que c'est pas seulement le fruit d'ailleurs de sa politique, parce que c'est aussi le fruit de la politique de ses prédécesseurs, qui finalement toujours gouvernent pour les mêmes, pour une poignée de très très riches. Toutes les mesures politiques mises en œuvre depuis des décennies, elles vont dans un sens. Et d'ailleurs, les résultats ne s'y trompent pas. C'est qu'il y a plus de misère d'un côté, plus de richesse de l'autre. Donc ça fait quoi? Ça fait 40 ans que les gouvernements gouvernent pour les riches? Oui, je dirais même depuis que le capitalisme existe, en quelque sorte. Ça fait plus longtemps, là. Mais vous comprenez, on nous explique que la société se développe, et c'est vrai qu'il y a plein de richesses et qu'elle n'a jamais été aussi riche, mais vous vous rendez compte qu'on n'est même pas capable de donner de quoi vivre dignement aux travailleurs, à ceux qui passent leur vie à bosser, qui font tourner la société. Et puis, on est confronté à des travailleurs qui sont souvent dans le privé. C'est-à-dire que c'est pas forcément le gouvernement, c'est aussi le patronat ou les employeurs. Très juste. Mais j'observe que justement, Macron soutient toujours, systématiquement, ces grands groupes, leurs profits, leurs actionnaires contre les travailleurs. Alexandre Malafaille. Oui, il maintient la pression, et moi je pense que ce mouvement des Gilets jaunes, depuis 4 mois maintenant, est un mouvement salutaire. C'est un mouvement salutaire parce que il a posé les bonnes questions. Voilà.
pourquoi dans ce pays, alors qu'il y a autant de richesses, alors que l'argent dégouline à un pôle, pourquoi quand on est travailleur, quand on est salarié, quand on cherche, on n'a pas le droit de vivre, voilà. Pourquoi alors qu'il y a des logements vides? Alors qu'il y a des milliards qui vont qui sont dépensés dans le luxe, etc. Pourquoi il n'y a pas de quoi rénover, construire des logements? Pourquoi il n'y a plus de quoi pour les hôpitaux? Pourquoi on ferme autant de maternités? Pourquoi? Ils ont posé toutes ces questions-là. Voilà. Et fort heureusement, parce qu'en réalité, si on attend que le gouvernement résolve tout ça, on en a pour des décennies. Ils les ont posés, pardonnez-moi, mais à votre place un peu. Et ils ont obtenu beaucoup plus que ce qu'ont obtenu certains, notamment les syndicats, en plusieurs années. Ah mais clairement, Lutte ouvrière n'est pas un syndicat, on va pas... Non, je parle pas, je parle des syndicats. Très clairement, vous savez, nous, Lutte ouvrière, nous faisons partie de ceux qui pensent que les choses, elles peuvent changer par en bas. Quand les masses, justement, se lèvent. Parce que effectivement, sans cela, ça reste des discours, des belles formules. Et alors là, le gouvernement sait en trouver pour tout, même pour l'écologie. Moi, je me souviens, les grands discours de Macron, etc. Et sur, quelles que soient les directions où l'on regarde, que ce soit en matière d'écologie, le drame migratoire, la question du logement, de l'emploi, etc., aucune réponse. C'est l'impasse totale. Et voilà. Donc moi, je pense qu'ils ont mis sur la table les bonnes questions. Et je pense que une des réponses, eh bien effectivement, c'est non seulement de chercher le contrôle sur les élus, sur l'argent public, sur l'argent de l'État, mais c'est aussi d'imposer un contrôle sur l'argent de ces grands groupes industriels et financiers. Et je reviens sur la discussion qu'on a eue tout à l'heure, où finalement, moi je dis, il y a des mesures d'urgence à prendre, c'est-à-dire il faut augmenter les salaires, il faut qu'il y ait un emploi pour tous, etc. Et où on me répond, ce n'est pas possible parce qu'il y a la compétition, parce que si, parce que là. Eh bien moi je dis, quand on regarde l'argent qu'il y a dans ces grands groupes, quand on regarde où il va tout cet argent, quand on passe notre vie à bosser, qu'on donne le meilleur de soi, qu'on y laisse notre santé, etc., on crée les richesses. Et elles vont où ces richesses? À la fin de l'année, on se rend compte qu'il n'y a rien pour les salaires, il n'y a rien pour embaucher les apprentis. Où vont ces richesses? Moi je pense que les salariés dans les entreprises, dans ces grands groupes, ils sont en droit de mettre leur nez dans les comptabilités et d'aller vérifier s'il n'y a pas de quoi créer des emplois, d'aller vérifier s'il n'y a pas de quoi augmenter les salaires, verser des cotisations pour les retraites. Parce que là, vous êtes en train aussi de nous préparer, encore une fois, le recul des retraites. Donc il va falloir que tôt ou tard, le mouvement, y compris, il aille dans les entreprises avec ces revendications-là. Parce que si on n'a pas en main, justement, si on n'a pas la connaissance de tout cela, eh bien en fait, on est... Vous dites le mouvement doit, mais on est impuissant. Vous dites le mouvement doit, mais vous écoute pas. Mais il y a quand même une tentative de récupération. Dans ce sens-là. Vous essayez, vous plaquez votre discours traditionnel sur ce mouvement et ça ne marche pas. Je défends ma politique. Eh bien, vous n'êtes pas la seule à essayer de récupérer. Je dis pas ça pour vous, mais les récupérations n'ont pas marché. S'ils sont dans la rue, c'est pas contre ma politique. Aucune récupération n'a marché. Et de la participation à la décision. On nous laisse toujours le choix quand il s'agit de répartir la misère. Allez-y, on vous laisse le choix. Choisissez comment on répartit la misère. Mais le problème, c'est pas ça, justement. C'est pas de se répartir la misère. C'est de pouvoir dire son mot sur comment les richesses de ce pays peuvent être utilisées. Et c'est tout le problème. Quand le gouvernement nous explique que le budget de l'État, il y a cette dette et comment on fait, etc. Il nous explique que de toute façon, il n'y a pas d'argent. Ce sont des mensonges. Dans la société, il y a de l'argent, il faut aller le chercher. Et la dette aussi. Je veux juste rebondir sur un autre aspect, c'est que oui, les politiques au pouvoir, ils se déconsidèrent très très vite, de plus en plus vite en fait, de plus en plus rapidement. La droite s'est déconsidérée, la gauche ensuite, et puis là Macron craque en 2 ans. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se relance dans une nouvelle campagne présidentielle. Maintenant, une campagne, ça suffit pas. Il faut qu'il en rajoute une couche tous les 2 ans pour tenir à peu près. Et encore, on ne sait pas s'il va aller jusqu'au bout de son quinquennat. Pourquoi? Parce que le problème ne dépend pas tellement, ne se résume pas à leur politique en réalité. Le filet jaune qui avait été déployé, il est rentré. Le problème, il est plus profond que ça. C'est le problème du système. C'est le problème que toute la société, elle est bloquée. Parce qu'en réalité, l'argent, il se concentre à un pôle. Et ceux qui ont la main sur cet argent et qui peuvent décider de l'investir ou pas,
ils bloquent toute la société parce qu'il n'y a que leur profit qui compte, parce que c'est leur raisonnement, c'est je fais mon argent, puis après moi le déluge. Donc ces investissements dont on nous dit on les attend impatiemment, c'est ça qui va relancer la machine, qui va faire les emplois, ils viennent pas ces investissements. C'est ça. Là. Donc le problème, encore une fois, c'est qu'effectivement les travailleurs, les petits gens, ils aient accès à cet argent-là, à ces capitaux-là. Moi je pense que c'est tout à fait légitime, encore une fois, qu'on impose ce contrôle sur ceux qui concentrent les richesses, sur les grandes fortunes. Non, on n'est pas d'accord sur l'économie administrée. Pas seulement sur le budget de l'État. C'est des vieilles recettes. C'est les vieilles recettes qui ont échoué partout. Montmartre, peut-être qu'elle peut les inspirer, effectivement, à la Commune de Paris. La Commune du Paris, c'était quand même justement... Ne comparez pas les époques. Le pouvoir des travailleurs. Et il demandait quoi? Un des premiers gouvernements ouvriers. La création d'un salaire minimum, il a été créé depuis. Un système de protection sociale, il est en place. Mais c'est une belle époque aussi. C'est un beau moment pour l'histoire de Paris. Ça peut inspirer, j'espère, les Gilets jaunes. En tout cas, mais comparaison n'est pas raison. Merci à nos invités d'être venus sur